nouvelle vidéo que vous attendez depuis des mois, que je bosse dessus depuis des mois. Et voilà, la voilà enfin le premier épisode de Réinventons Elementaria. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Petite, non, parce qu'elle va durer un sacré moment, donc on va pas rester très longtemps à blablater en intro, on va vite passer à la vidéo. Mais déjà pour vous prévenir, il y a peut-être des soucis de son, parce que comme vous le savez, j'ai dû tourner sur plusieurs jours, et le micro n'a pas forcément reçu les sons de la même manière, donc il peut y avoir des différences de son. Je m'en excuse, c'est uniquement un souci matériel, et je ne peux rien y faire à part retourner encore et encore la vidéo, et je pense que même en faisant ça, ça ne changerait rien. Cette vidéo est très particulière pour moi, car vous allez voir du coup cet univers que... certains d'entre vous ont créé, donc voilà, n'hésitez pas. Cette vidéo-là, je vous encourage à la partager, de 1 pour faire connaître leur univers, de 2 pour les encourager, parce que certains n'ont pas encore fini de le créer, d'autres sont déjà bien avancés, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui nous suivent pour notre univers, pour ce qu'on a créé. Donc n'hésitez vraiment pas à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve du coup bientôt, donc pas tout de suite, mais on se retrouve dans quelques temps pour l'épisode 2, promis, il sortira. Il mettra un peu de temps aussi parce que c'est une très grosse vidéo. Mais voilà, il y aura un épisode 2, je vous le jure. Je vais vous laisser avec cette vidéo et on se dit à tout à l'heure. Premier monde, celui de Shiro. Son univers s'appelle Atibana, mais on va se concentrer sur le castle d'Aslan. Ou Aslan, je sais pas comment on prononce et je m'en excuse. La monarchie est seulement présente à Aslan, mais vu qu'on va voir que ce pays-là, vous allez devoir aller voir Shiro pour avoir plus d'infos. L'univers général est dans la catégorie fantasy et scientifique. Ça fait 1 an qu'elle travaille activement dessus, mais apparemment ça fait un petit bout de temps qu'elle a un univers en rapport avec l'astronomie. Pour l'époque, on peut pas vraiment comparer ça à notre planète, vu que le temps ne s'écoule pas pareil. Mais je vous explique tout ça dans la catégorie suivante, la particularité principale. Le temps se compte en époque et en solstice. Une époque est égale 100 ans et un solstice est égal 6 ans. Exemple, si une personne te dit « j'ai une époque et 6 solstices », bah ça veut dire qu'elle a 136 ans. Dans ce monde, les gens vieillissent normalement jusqu'à leurs 4 solstices. Et à partir de cet âge-là, soit l'apparence ne bouge plus et vieillissent qu'intérieurement, soit ils continuent de vieillir physiquement, mais l'apparence se stoppera au bout d'un moment, le maximum de vieillissement étant une époque, donc 100 ans quand même, ce qui fait énormément beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut très bien être jeune physiquement, mais avoir en réalité 300 ans. Une autre petite particularité du monde, l'argent se compte en var, ce sont des petites pièces ayant chacune une couleur représentant la valeur. La rose est égale à 50 var, la bleue 10, la rouge 5, la jaune 2 et la verte 0,5. Atibana a eu 3 périodes majeures, nommées durées. Chaque durée est égale à 5500 ans. Pendant la première durée, changer de territoire est passible de la peine de mort. Pendant la deuxième durée, ça se calme un peu, mais quand même le fait de quitter son peuple pour un autre ou encore de quitter le territoire était reconnu comme un acte de trahison. Une sanction était donc prononcée, un peu moindre que la peine de mort, mais tout le monde pensait que ça offensait les dieux, donc il y avait quand même une punition. Pendant la troisième durée, les relations entre peuples ne sont plus du tout proscrites. Les enfants nés de parents différents prennent le clan du père, et il me semble que changer de clan n'est pas interdit, mais ça il faudra peut-être redemander à Shiro. Chaque peuple est lié à un signe du zodiaque. Pendant l'explication sur les règles du monde, vous avez pu voir que les apparences changent d'une durée à l'autre. Pendant la première durée, les attributs du signe du zodiaque sont très présents, et s'estompent peu à peu jusqu'à presque disparaître pour la troisième durée. Alou vit pendant la deuxième période avec son grand frère et son maître qui l'a élevé. Après la mort de ses parents, elle a été recueillie par son maître qui l'a élevée et entraînée à être la plus grande guerrière de Aslan. Alou est très orgueilleuse et se vante souvent devant ses amis d'être la meilleure guerrière et celle qui maîtrise le mieux l'al, un pouvoir qu'on développe en apprenant un art martial. Ce qui n'est pas forcément faux. Toujours de bonne humeur, joyeuse et à faire des blagues, et quand il s'agit de se battre, Alou est plus sérieuse que jamais. Elle fait partie de la garde rapprochée du roi d'Aslan et est également protectrice du prince. Elle adore lire et écrire, ce sont 2 choses taboues dans son pays et doit alors le faire en cachette par peur de se faire emprisonner. On arrive à un moment emblématique des Réinventons Elementaria. Le moment où on compare les participations avec les personnages dans mon univers pour voir les différences et ce qui ressemble. J'ai décidé de faire une petite liste des éléments importants de chaque histoire, la mienne et celle des participants. Attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vraie similitude
ou que là, tout est en rouge, que la participation n'est pas bonne. Tout le monde est adapté à sa manière suivant son univers. Le but du jeu n'était pas d'avoir une histoire exactement la même que moi. C'est juste pour faire une comparaison, pour avoir... et le code couleur, c'est vraiment pour que vous puissiez savoir ce qui est différent entre les deux. Premier point, à Atibana, Alou a été élevé par un maître qui lui a appris les arts martiaux, tout ça. Je ne l'ai pas précisé pour Elementaria, mais juste pour ceux qui veulent savoir, elle a été juste élevée par ses parents. Deuxième point, à Atibana, elle est destinée à devenir la meilleure guerrière d'Aslan, ce qui change avec Elementaria, parce qu'Elementaria, elle devient la capitale de l'orgueil, qui est son, on va dire, son métier. Troisième point, elle est orgueilleuse et vantarde à Atibana, et c'est exactement la même chose à Elementaria, c'est ce qui fait d'ailleurs son caractère. À Atibana, elle est toujours de bonne humeur, alors qu'à Elementaria, elle a un caractère de merde, mais un bon, bien pourri. Voilà, donc ça change. À Atibana, elle est sérieuse au combat, ce qui est exactement pareil à Elementaria, sauf que je crois que je ne l'ai pas noté, mais elle est très sérieuse dans sa manière de combattre. Atibana, elle adore lire et écrire, ce n'est pas du tout précisé à Elementaria, mais j'en ai aucune idée, voilà, tout simplement. Deux points que j'ai rajoutés sur la partie d'Elementaria, on apprend que Alou est à la fois fonceuse et fidèle. Fonceuse, elle fonce dans le tas, de toute façon elle a peur de rien, donc en soi ça me paraît normal. Et une fois qu'elle a des amis, elle ne les lâche pas du tout, elle est très 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 fidèle. Le deuxième univers est celui d'Emsa, et il se nomme Brekilian. La religion semble être extrêmement dominante dans ce monde, même s'il y a un petit régime démocratique qui est quand même un peu présent. C'est un monde de type fantasy et médiéval. Emsa a commencé à le créer fin 2015 et il est encore en cours de création. Il manquera donc des informations dans cette vidéo. Pour comparer à notre monde, Brekilian se situerait à notre époque médiévale, voire Renaissance, avec un peu de l'époque contemporaine. Le monde étant très religieux, on peut trouver 3 cultes dominants ainsi que plusieurs autres petits. Je vous ai dit qu'on pouvait comparer ce monde à l'époque médiévale. Il y a juste une chose qui diffère de notre monde à cette époque-là, ce sont les avancées scientifiques qui sont beaucoup plus avancées qu'à notre époque. 40% de la population utilise la magie élémentaire. L'eau, le feu, la terre, l'air, le yin et le yang. Les règles du monde n'ont pas encore été créées. Nous allons donc pas en parler du tout dans cette vidéo. Il y a 4 races d'hommes qui cohabitent plus ou moins bien ensemble. Nous avons les elfes qui ont les oreilles pointues, les orimicornes qui ont les cornes et la queue de leur animal totem, les orimi-ors qui ont les oreilles et la queue de leur animal totem toujours, et les mescanes qui sont un mix entre les elfes et les différents orimis, qui ont 2 bosses sur le front, des oreilles courtes et pointues et une queue nue. Ciel est un orimi-or, ayant hérité des traits physiques liés au tigre. Ce dernier est le fils adoptif de riches marchands, marchands de la cité de Bémen. Ciel s'en bat complètement les reins du commerce en général, ne souhaitant pas reprendre plus tard le commerce de ses parents. Par contre, il excelle dans les arts de la scène en général et souhaite un jour ouvrir son propre théâtre. Notre chère Macy est une orimi-or. Elle est la fille d'une contrebandière, marchandant un peu avec les parents de Ciel, et d'un garde champêtre. Macy a un très bon sens du commerce et se débrouille très bien dans les arts de la rue, au point qu'elle tapa dans l'œil de Ciel. Elle aussi a un peu le béguin pour ce dernier. Pour cet univers, nous avons 2 personnages à comparer. Ciel de Brekilian et d'Elementaria, ainsi que la Macy des 2 univers. Commençons par Ciel. Il est inspiré du tigre à Brekilian, comme à Elementaria. Il est le fils adoptif de riches marchands à Brekilian, alors qu'il est le fils adoptif de Koruto, le chef du clan de la pierre, et de Joy, la chef de la partie terre. Le métier de ses parents l'apporte peu dans les 2 mondes, il préfère suivre sa voie et faire ce qui lui plaît. À Brekilian, il adore l'art de la scène, alors qu'il préfère la chasse à Elementaria. Il souhaite ouvrir son propre théâtre à Brekilian, mais je doute qu'il le fasse à Elementaria. À Elementaria, il a une sœur adoptive, Zibra, qui est présumée morte, alors qu'à Brekilian, on ne sait pas, peut-être que Zibra existe aussi là-bas. Pour Macy, il y a déjà un peu plus de différence. À Brekilian, elle est la fille d'une contrebandière et d'un garde champêtre, alors qu'à Elementaria, elle a un père passeur et une mère mercenaire. Elle a le bon sens du commerce à Brekilian, et l'a sûrement aussi à Elementaria.
Mais vu qu'elle est partie sur une toute autre voie, on ne le saura jamais. Elle adore l'art de la rue à Brickllian, alors qu'elle préfère le combat à Elementaria. Elle serait amoureuse de Ciel à Brickllian. Qui aurait pensé à ce couple? À part Emsa, visiblement. Elle a tout le temps l'air blasée à Brickllian, alors qu'elle est tout le temps souriante à Elementaria. Macy adore faire des choses bizarres avec ses cheveux. Pour Elementaria, on ne sait pas, même si on la voit souvent avec les cheveux détachés, peut-être qu'une fois toute seule, elle s'amuse avec. À Elementaria, Macy a été adoptée à 5 ans. On ne sait pas si elle a été adoptée ou pas au Brickllian. Et pour finir avec Elementaria, elle deviendra garde royale et a un frère nommé Isaac. Nouveau monde, celui de Nadouille, nommé le domaine, à ne pas confondre avec celui qu'on verra après qui s'appelle le domaine des créateurs. Le domaine est une oligarchie, c'est un monde basé sur la fantaisie et la science. Ça fait 6 mois qu'elle travaille sérieusement dessus, mais ça fait 6-7 ans que le premier personnage de cet univers existe. L'histoire du domaine se base dans notre présent. Ce monde a 3 particularités principales. Les habitants du domaine sont immortels mais ressentent la douleur. Les habitants du domaine sont des espèces de contes de fées, de légendes ou des humanoïdes aux capacités spéciales. Et les habitants d'autres dimensions, univers et planètes n'ont pas accès au domaine. Les règles du monde sont assez strictes, elles sont au nombre de 4. Les enfants ont une chance sur 20 d'être immortels et donc de pouvoir rester dans le domaine avec leurs parents. Le meurtre est interdit sauf pour les faucheurs et les défenseurs. L'habitant qui dégrade un lieu public est obligé de le remettre à niveau, sauf si c'était un accident. Et les villes sont appelées des zones. Les personnes naissent là-bas mais peuvent en déménager quand ils le veulent. Les zones qui ont des noms numériques sont des zones habitables et les autres non. Niveau peuple, il y a de tout. Des sirènes, des anges, des démons, des anges et démons à la fois, des mi-anges et des mi-démons, des fées, des vampires, des elfes, des mages et beaucoup d'autres choses. Aaron est le fruit de l'union d'un ange et d'un démon. Il est donc né en étant à moitié un et à moitié l'autre et ne pouvant donc vivre ni au paradis ni en enfer. Il fut donc envoyé au domaine en partie 0. Sa partie démon est la partie dominante et celle de l'ange est soumise. Il est donc plus souvent un fou furieux meurtrier qu'un membre de bonnes œuvres. Il a 3 anges gardiens, Yami, ange et démon, il prend ses décisions suivant l'humeur du moment, Brian, un démon, et Lucio, un ange qui veut faire le bien mais qui n'a pas d'autorité, il a juste réussi à faire en sorte que Aaron fasse un don à un œuvre de charité pour les chauves-souris unijambistes mais seulement 5 centimes. Résultat, sur 3 gardiens, 2 préfèrent faire des âneries, donc Aaron est dans la catégorie dangereux et vit reclus des autres. Gothicad vit la majorité du temps dans le domaine, dans la partie 3 avec ses parents. Son métier de faucheuse lui fait régulièrement voyager dans les autres dimensions, planètes et univers connus ou inconnus de l'être humain. Son petit frère a donc été envoyé dans un autre endroit. C'est à ce moment-là que la nature de faucheuse de Gothicad a été dévoilée, son pouvoir trouvant son carburant dans la motivation qu'a Gothicad de retrouver son petit frère. Mais avant ça, elle avait besoin de quelqu'un pour lui apprendre le métier. Elle ne connaissait aucune autre faucheuse, mais avec le bouche à oreille, elle arriva jusqu'à Aki et lui demanda son aide. Aki commença par refuser, mais devant l'assistance de la jeune fille, elle finit par accepter, non sans soupirer, et lever les yeux au ciel. Après quelques temps, Aki arrêta d'être méfiante, froide, à la limite de la méchanceté, et se révéla être gentille, protectrice et souriante. Cependant, Gothicad ne saura jamais ce qui se cache derrière son sourire. Elle ne saura jamais pourquoi elle refuse de lui répondre quand elle lui pose des questions sur son passé, sa famille, comment elle arrivait au rang de faucheuse ultime, ni même ce qui la motivait. Comme pour le monde de Brickllian d'Emsa, il y a du coup 2 participations pour cet univers. Nous allons commencer par Aaron que vous avez vu en premier. Dans le domaine, Aaron est un demi-ange et démon. À Elementaria, il est à la fois glace et feu, donc je sais pas si on peut appeler ça un demi, mais ça a le même... Il y a la même, comment ça s'appelle? Il y a la même similitude entre les opposés, du coup la glace et le feu et l'ange et le démon, donc du coup j'ai compté ça en V. La partie démoniaque est dominante dans le domaine et la partie glace est dominante à Elementaria, donc en même temps c'est les mêmes sur le dessin, donc voilà c'est rigolo, c'est le côté droit il me semble qui est dominante dans les 2 parties, et la partie gauche du coup qui est au domaine, la partie de l'ange qui est soumise, et à Elementaria la partie du feu qui est soumise également mais qui est fantomatique à Elementaria, mais voilà. Au domaine, Aaron est un fou furieux et meurtrier, alors il est
pas autant que ça quand même à Elementaria, c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge, parce que il est timbré, des fois il sort des choses incroyables, il peut faire des choses extrêmement dures et tout, mais ce n'est pas un fou furieux meurtrier pour autant. Voilà, c'est un peu en dessous, mais c'est pas le niveau extrême qu'il a du coup au domaine. Au domaine, Aaron a 3 gardiens, ce qui n'est pas le cas à Elementaria. Et du coup, au domaine, c'est un personnage pas très recommandable, ce qui est exactement le cas à Elementaria parce qu'il fait partie du clan des exilés. Pour Elementaria, Aaron a été pris sous son aile par Amark, le chef du clan des exilés, et ce qui n'est pas précisé pour le domaine. Maintenant, on passe à Gothicats, qui a déjà une histoire pratiquement similaire sous presque tous les points, mais on va quand même en parler. Dans le domaine et à Elementaria, Gothicats vit avec ses parents, ce qui est un privilège. D'ailleurs, je l'ai pas noté, mais c'est extrêmement rare ce qui arrive dans les deux mondes. Dans le domaine, elle exerce le métier de faucheuse. Moi, j'ai fait le rapprochement avec le fait que Elementaria devait une garde élémentaire, parce que tout le monde n'est pas faucheur au domaine, et il y a très peu de gardes élémentaires à Elementaria. Dans le domaine et à Elementaria, elle a un petit frère qui ne vit pas avec elle. Son pouvoir s'est développé quand elle a perdu son petit frère et elle a pour objectif principal de le chercher. Là, c'est exactement la même chose pour les deux univers du coup. Une petite différence, dans le domaine, elle a une mentor du coup acquis pour le métier de faucheuse, alors que Gothicats a un mentor mais pour le métier de croque-mort, ce qu'elle faisait avant de devenir garde élémentaire. Je crois que c'est la seule différence, mais sinon tout colle parfaitement. Et du coup, à Elementaria, Gothicats fait en plus le métier de croque-mort, du moins elle faisait un apprentissage croque-mort avant de devenir garde élémentaire. Et on attaque un des mondes qui me semble le plus compliqué à travailler. Donc si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, il y a tous les liens. Voici l'univers de Satanatos, qui est constitué d'une multitude de mondes, mais on va se concentrer sur le domaine des créateurs et le néant, visiblement, d'après ma fiche. C'est un monde dirigé par une démocratie. C'est un conseil intergalactique qui gère les lois de l'équilibre, les échanges commerciaux, les plans de guerre, etc. etc. C'est un monde de type science-fiction et fantasy. Thanatos a eu cette idée de monde en CP. Il s'est développé véritablement à partir de la 6ème et il continue à bosser dessus même si ses études le freinent énormément. C'est un monde avec un niveau technologique très avancé. On y retrouve le souci de l'écologie très prise à cœur, assez peu de maladies, le plein emploi, un système monétaire stable. Les règles du monde sont plus compliquées. Le Conseil intergalactique fait preuve de bonne foi et doit rester juste dans leurs décisions. Le Conseil connaît l'existence d'entités supérieures aux divinités, les 4 créateurs. Cela doit absolument rester secret de la population, sous peine d'être effacé de tous les plans, donc psychique, physique et quantique, ce qui est pire que la mort, puisqu'il y a possibilité de se réincarner dans ce monde. Même s'ils ne sont pas forcés de croire à telle religion ou à telle philosophie de pensée, il leur arrive de discuter avec les créateurs, notamment le conseiller draconique, titre que l'on donne à l'un des conseillers, et surtout le plus digne de confiance. Lui seul a le droit de communiquer directement avec l'un des 4 créateurs, c'est un sorte de messager, qui aide le conseil dans les choix d'une décision cruciale par exemple. Cependant, on devient conseiller de son élection à sa mort, comme ça ils emportent le secret de l'existence des 4 créateurs dans leur tombe. Le conseil dit si telle ou telle planète, civilisation est jugée acceptable de rejoindre la confrérie. Il se base sur leur niveau technologique, d'intelligence, le souci de l'écologie, s'il y a danger ou non, et si les planètes sont habitées ou habitables et bien d'autres critères. Dans un recoin de l'univers, vit une âme au nom de Phénicia. C'est une androïde, chasseuse de primes indépendante. Elle remplit des missions plus ou moins dangereuses, dont le seul but est d'amasser suffisamment d'argent afin de vivre tranquillement loin du tumulte de la vie. Cependant, lors d'une de ses missions, elle croisa le chemin de l'armée du Conseil, afin de résoudre un souci diplomatique avec un peuple aux mœurs colonialistes extrêmes. Elle se vit donc enrôlée à leur côté après avoir aidé à vaincre leur ennemi commun suite à diverses révélations durant la mission. Ayant montré ses preuves au fil des services et autres missions, Phénicia se vit gradée dans les échelons, au point même d'intéresser l'un des conseillers en charge des armées. Il s'agissait du bras droit du grand conseiller. Il conversa avec Phénicia afin de mieux la connaître. Il lui découvrit un sens caché de diplomatie et de justice qu'il devait absolument faire épanouir. Il alla donc en réunion avec les autres membres du conseil pour la promouvoir sous sa tutelle et l'éduquer
afin qu'elle puisse entrer au sein même du Conseil intergalactique. Les années passèrent, les épreuves et l'éducation que lui imposait son conseiller tuteur forgèrent de plus en plus Phénicia. Elle a reçu son diplôme et devint conseillère. Durant son mandat, des élections en tant que haut conseiller se présentèrent. Elle fut élue, non seulement grâce à son mentor, mais aussi via l'appui du Conseil intergalactique. On la sollicita même pour devenir conseillère draconique. Son mentor lui expliqua donc, sans non plus tout lui dévoiler, ce que valait ce statut. Elle y postula donc et fut élue par la suite. C'est ainsi qu'elle découvrit le secret qu'unit les hauts conseillers durant leur service, leur connexion avec des entités puissantes, les créateurs. Comme vous allez le voir, l'histoire de Phénicia a été énormément modifiée. Il y a quelques trucs qui sont en commun et sinon Satanatos est parti sur une histoire totalement différente de celle que je n'ai pas avec Phénicia, parce que Phénicia n'a pas tant que ça d'histoire en fait, elle a juste quelques attributs, un caractère, et j'avoue que j'ai pas bossé vraiment le background du perso. Mais donc du coup, dans le domaine des créateurs, Phénicia est une androïde, ce qui est exactement pareil à Elementaria. C'est une chasseuse de primes au domaine des créateurs, mais c'est appelé mercenaire à Elementaria. Bon, c'est pas vraiment le même métier, parce que vous voyez les mercenaires d'Elementaria, un peu comme dans les guildes de Fairy Tail par exemple, ça vient pas du tout de là, hein, mais pour comparer on pourrait dire plus ça, mais du coup ça a presque le même nom et dans tous les cas ils sont payés, donc voilà. Mais dans le domaine des créateurs, Phénicia rejoint l'armée, elle monte les échelons et elle devient très haut placée, alors que Elementaria ce n'est pas du tout prévu, elle restera mercenaire de base et point barre, parce que sinon le rang au-dessus c'est chef mercenaire et pour l'instant c'est Jinx et c'est pas prêt de changer. À Elementaria, elle passe son temps avec Anaïs, sa meilleure amie et sa binôme. Pour du coup le domaine des créateurs, on ne sait pas si Anaïs existe. Elle est douée d'émotions à Elementaria, ce n'est pas précisé pour le domaine des créateurs, et à Elementaria elle doit travailler sa force physique tous les jours comme un humain normal, ce qui n'est pas précisé pour le domaine des créateurs non plus. Cinquième monde, celui de Tisfoudre, nommé Invos. Invos est dirigé par 4 reines, mais qui demande l'avis du peuple. Il s'agit donc d'une oligarchie mixée avec une démocratie. C'est un monde de type fantasy et il travaille dessus depuis juin environ. Invos est très difficile à comparer à nos époques terrestres. C'est un peu comme une terre parallèle si vous voulez. Invos peut être découpé en 3 parties. Une petite partie où vivent les 4 reines, une un peu plus grande où les reines peuvent accéder et qui contient également les représentants, et une 3e partie où vivent les habitants sans pouvoir. Il y a 3 règles principales dans cet univers. Un représentant naît avec son pouvoir élémentaire, il l'a dès la naissance et apprend à le contrôler dès son plus jeune âge. Les pouvoirs sont donnés aléatoirement aux représentants, et il ne peut pas y avoir 2 représentants du même élément. Il faut que l'ancien soit mort pour qu'un nouveau représentant de cet élément puisse naître. Il y a 3 catégories dans le peuple d'Invos. Les reines qui assurent la répartition suivant les époques, car bien sûr il ne faut pas qu'un humain arrive au 5e siècle alors qu'il est destiné à vivre au 21e. Les représentants qui possèdent un pouvoir lié à un élément, et les autres habitants sans pouvoir. Depuis tout petit, Jesse vit seul, car il a été abandonné par ses parents, car ceux-ci ont découvert les mystérieux pouvoirs de leur fils. En effet, Jesse est le représentant des ténèbres, ce qui veut dire qu'il contrôle beaucoup de choses en rapport avec les ténèbres. Un jour, il y eut un problème avec la répartition des êtres humains, et les reines se firent accuser. Jesse décida de protéger ses reines des accusations du peuple et devient le garde rapproché de celles-ci. Elles lui ont confié un sceptre magique pour qu'il puisse avoir accès à une force magique. Fort attaché à ses poignards qu'il possédait depuis très longtemps, il décida de les garder afin de s'assurer une protection s'il venait à perdre ce sceptre. Il vit une histoire d'amour à sens unique avec Arya, la représentante du feu et reine, car celle-ci est amoureuse de Aqua, la représentante de l'eau. Comme pour chaque univers, on fait les petites différences entre le Jesse d'Invos et celui d'Elementaria. Pour commencer, le Jesse d'Invos a été abandonné à cause de son pouvoir, alors que le Jesse d'Elementaria est orphelin de naissance, même si sa mère est ténèbres, mais elle a préféré pas le garder parce que son jumeau ne l'était pas. Bref, mais il n'a pas été abandonné par son pouvoir. Du coup, je savais pas si je devais le mettre en rouge ou en vert. Ensuite, à Invos, il est représentant ténèbres, alors que c'est un simple élémentarien ténèbres à élémentaria, mais égal l'élément ténèbres, du coup, j'ai mis ça en vert. Il est garde rapproché des reines à Invos et mercenaire à élémentaria.
Il a un sceptre, à voir si un jour il en aura un élémentariat, ça on n'en sait rien. Il a des poignards qui ne quittent jamais dans les deux mondes. Et il a une histoire d'amour à sens unique avec la reine du feu Ainvos et est très proche des chats à Elementaria. Bon, il a pas de chance pour Ainvos quand même, à Elementaria il est un peu mieux loti, même si ça a duré que quelques mois avec les chats. Et à Elementaria il a un frère jumeau, ce qui n'a pas été précisé pour Ainvos. Avant-dernier monde, il s'agit du monde de Naoki Drawing, aussi nommé Kakumei. Et pour une fois, nous allons parler d'une dictature. Nous avons pas mal eu de monarchie pour cet épisode, donc du coup ça va vous changer un peu. C'est un monde de type fantasy et ça fait 3 ou 4 ans que Naoki travaille dessus. Ce monde a subi une catastrophe planétaire qui a fait que la population entière a muté. Mais la particularité principale est la façon d'avoir des enfants. Si une des deux personnes pense au fait de vouloir avoir un enfant pendant qu'il joue au Scrabble, oui j'adore cette métaphore, on juge pas, d'accord ? Le lendemain ou 2-3 jours après, un petit œuf rond apparaît sur l'un des deux et restera collé à la personne pendant 6 mois avant d'éclore. Il existe des potions pour décoller l'œuf. L'œuf doit être remis en contact avec l'un des deux parents avant 2 jours, sinon il meurt. Il existe également une potion qui permet d'attacher l'œuf à une autre personne, qui sera du coup son parent adoptif. L'enfant peut être de n'importe quelle caste, la caste n'a aucun rapport avec celle des parents. Pour les règles du monde, c'est simple. Les alphas dirigent le monde et persécutent les cracks. Mais vous vous dites, qu'est-ce que c'est les cracks et les alphas? Eh ben, on va voir ça maintenant. Les cracks sont des personnes ayant fusionné partiellement avec des animaux. Ils ont les oreilles et la queue de cet animal. Ils peuvent se transformer à volonté en cet animal et certains peuvent même contrôler un élément. Ils sont tout en bas de l'échelle sociale. Ce sont très souvent des esclaves utilisés en combattant pour des combats de rue ou même des prostituées. Les alphas sont l'inverse des cracks. Ils peuvent les contrôler par la voix et sont au sommet de l'échelle sociale. Les médios sont ceux qui sont entre les deux peuples qu'on a évoqués tout de suite. Ils sont séparés en 2 variantes. Ceux qui doivent choisir entre alpha et crack, qui prendront les traits physiques que d'un peuple avec quelques touches de l'autre, et ceux qui ont les caractéristiques des deux mais très faiblement. Et les normes sont les habitants sans aucun changement, ils sont donc au milieu de l'échelle sociale. Goticat est une médios. Elle a les parties animales des cracks et les signes des alphas qui sont la tache sur la gorge et quelques petites taches d'or dans l'œil. Elle est née dans une famille plutôt noble et a commencé sa mutation au début de l'adolescence. Grâce à l'influence de sa famille, elle ne fut pas embêtée. Soran l'obligeait à cacher ses oreilles et sa queue en public et à se faire passer pour une simple alpha. En arrivant à l'âge adulte, elle voulut assumer sa moitié crack et en réponse, sa famille l'amena dans un cercle de combat de crack. Elle vit ainsi réellement l'horreur que vivait ce peuple, la plupart des médios et les sympathisants. Elle finit par s'enfuir sous le choc de ce qu'elle venait de découvrir. Les Goticat de Kakumei et d'Elementaria sont très différentes. Leurs histoires diffèrent beaucoup, ce qui paraît logique vu qu'elles sont dans des mondes vraiment différents, rien que par la construction sociale. Du coup, il est très difficile de vraiment les comparer, mais j'ai essayé quand même. À Kakumei, Goticat est une médios. Elle est donc entre 2 peuples, mais plus du côté crack. Elle vit dans sa famille biologique dans les 2 mondes. Sa famille la protège par rapport à sa partie crack à Kakumei, et a voulu assumer cette partie. Elementaria, vu que sa particularité n'est pas physique, c'est plus facile à accepter, je pense. Elle n'a pas réussi à assumer sa partie crack à cause de sa famille, et s'est enfuie à cause de ça également. Alors qu'à Elementaria, elle n'a pas vraiment laissé le choix à sa famille d'approuver ou non, vu qu'elle est partie accomplir son destin du jour au lendemain. À Elementaria, Goticat est une élémentarienne ténèbres. Elle est apprentie croque-mort, mais vu qu'elle fait partie d'une famille aisée à Kakumei, je doute qu'elle fasse ce métier plus tard dans ce monde. Elle a un petit frère d'un autre peuple qu'elle, ce qui n'est pas précisé dans l'histoire de Naoki. Et elle est également destinée à accomplir un grand destin en tant que garde élémentaire. Et voici le dernier monde, celui d'Anao. Il n'a pas de nom, mais on l'appelle la bulle. Ce n'est pas un pays, plus un monde parallèle où le temps est figé. Il n'y a pas du coup de régime politique, tout le monde s'entraide et c'est la bonne entente. Ça fait 1 an qu'elle travaille dessus, mais c'est un mix de choses qu'elle a créé en 10 ans. Il n'y a pas d'époque à proprement parler, vu que des personnes de toutes les époques peuvent y accéder. La particularité de ce monde est qu'il est à la croisée de tous les autres univers fictifs connus. Les personnes qui ont le besoin de renouveau dans leur vie y sont envoyées. Il y a du coup de tous les peuples et de tous les temps.
Il est déconnecté du temps et de l'espace. Le temps n'agit pas sur le vieillissement des gens, il n'y a pas de calendrier, les jours passent simplement les uns après les autres sans aucune conséquence, on y vit au jour le jour. Le monde est constitué de plein de peuples divers et variés, mais il y a deux espèces endémiques à ce monde, une race de méduses humanoïdes et les ombreuses qui vivent dans les ombres des gens et qui prennent possession des gens quand ils sont en pleine dépression. Il n'y a aucune image de cette race, mais on sait qu'elles existent. Dana était avec son frère. Elle était épuisée et souffrait énormément. Seule la présence de son frère lui apportait un peu de bonheur dans sa vie. Ça faisait longtemps qu'elle souffrait ainsi et était condamnée à subir ça pour le restant de ses jours. Une rupture se fit dans son esprit. Elle se demandait si elle était vraiment obligée de souffrir encore, si elle n'avait vraiment aucune échappatoire. Elle ferma les yeux l'espace d'un instant. Elle perçut dans son esprit un torrent d'émotions qui l'inonda de souffrance et de tristesse. Elle commença à paniquer, puis soudain, plus rien. C'était étrange. Elle ouvrit les yeux et découvrit qu'elle était désormais dans un bureau. La chaleur de la main de son frère avait disparu. Elle aperçut quelqu'un en face d'elle qui lui expliqua où elle se trouvait. Un autre monde, un monde parallèle où se retrouvent les personnes qui ont besoin de changements dans leur vie, qu'ils soient définitifs ou temporaires. C'était le bureau des renseignements destiné à accueillir les personnes comme elle, arrivant dans ce monde suite à une situation marquante. Elle pourrait rentrer chez elle quand elle le voudrait sans aucun impact, ce monde étant déconnecté du temps et de l'espace. Le temps passe d'une façon étrange ici, personne ne vieillit, pourtant les jours passent, il n'y a pas de calendrier pour autant. Elle lui raconta comment fonctionnait l'argent ici et les logements. Elle lui proposa de dormir dans une chambre du bureau de renseignement pour la nuit. Cette chambre est ce qu'on appelle un logement paraxial, où chaque personne peut avoir accès à un espace différent via cette porte. Ainsi, tous les employés et visiteurs de passage se logent derrière cette porte. Elle dormit tranquillement. Le lendemain, elle partit explorer ce monde. Elle croisa dans la rue des personnes de tout type, des magical girls, des hommes bêtes, et d'autres personnes tout aussi farfelues. Elle se sentait débordante d'énergie, soustraite à cette souffrance qu'elle ressentait auparavant. Ses marques étaient toujours là, mais elles ne lui provoquaient aucune douleur. Elle prit une des nombreuses tyroliennes qu'il y avait dans ce monde. Cela semblait être un moyen de déplacement courant ici, et se retrouva dans une forêt. Elle trouva la végétation magnifique. Elle se balada un moment et rencontra deux personnes. Une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal en train de peindre la végétation, accompagnée d'un petit monstre étrange qui prenait toutes sortes de photos dans les environs. Elle croisa son regard. Il était tout rond et noir comme l'encre. Il avait 4 bras qui semblaient onduler lorsqu'il bougeait. Il sembla gêné de la voir et se cacha derrière la jeune femme, qui fit signe à Dana de les rejoindre. Ils discutèrent un moment et Dana complimenta la jeune femme sur ses peintures. Elle la remercia infiniment et la pierre se mit à briller autour du cou de Dana. La vieille dame du bureau la lui avait donnée en expliquant que c'était avec ça qu'elle pourrait accéder à des biens ou des services. Elle venait de produire un éclat grâce à la reconnaissance que cette jeune femme avait de recevoir des compliments de la part de Dana. La jeune femme lui proposa de lui apprendre à peindre si elle le souhaitait, ce qu'elle accepta avec joie. La jeune femme appuya sur le bouton situé sur le couvercle de ce qui semblait être un pot de peinture, et un tube se souleva et elle y trempa son pinceau. Elle tendit une feuille à Dana, et celle-ci trempa son index dans le tube qui recouvrit son doigt de peinture. Elles peignèrent ainsi un moment avant de se donner un rendez-vous au même endroit le lendemain. Avec ces éclats, Dana put accéder à un petit logement paraxial avec accès à une cuisine communautaire. Par la suite, elle se rendit fréquemment dans les forêts avec ses nouveaux amis et se découvrirent de plus en plus au fur et à mesure que les jours passent. Dana avait troqué sa peau pâle contre une peau bronzée, marque du temps passé avec ses nouveaux amis, et d'autres taches de couleur apparurent sur sa peau, si bien qu'elle les confondait avec les marques qu'elle avait. Ils décidaient d'ouvrir une galerie d'art tous ensemble et prirent un logement tous ensemble à proximité. La galerie marchait bien, elle apportait du bonheur à de nombreuses personnes, si bien que la pierre d'éclat de Dana ne cessait de briller. Elle s'était épanouie et ne ressentait désormais que le bonheur. Comme vous avez dû l'entendre avec la petite histoire de Dana, eh ben il n'y a pas de comparatif à faire parce que ça se passe après un événement qui se passe à Elementaria, donc c'est pas un univers parallèle, ça se passe après mais juste dans un autre univers, donc il n'y a pas du tout de comparatif pour cette partie. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en commentaire. Les gens qui ont participé à cette vidéo y répondront sûrement avec joie. Sinon n'hésitez pas à aller voir, il y a tous les liens en barre d'infos, donc vous pouvez aller voir du coup les réseaux sociaux de tout le monde et aller leur discuter, aller discuter avec eux, tout ça.
Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve bientôt pour un nouveau projet, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Et je vous dis ciao les élémentaires.